Pour une bonne gouvernance, est-ce la représentativité provinciale compte? C'est la question que l'on se pose finalement, fidèles téléspectateurs de I29 Politique, I29 Télévision, bienvenue à tous. On va également parler, débattre sur la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution. Et pourquoi ne pas revenir avec ce qui se passe actuellement, les spirales de détournement. Finalement, on en vit et c'est chaque jour. Et on ne sait pas la population, on ne trouve vraiment pas la part de la population dans la gestion de la chose publique avec le régime actuel. On en parle dans notre plateau d'aujourd'hui de I29 Politique avec le docteur Patricia Gongo, qui est cadre du MLC. Bienvenue, bonjour docteur. Bonjour Madame Marlène, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi qu'on puisse se retrouver dans ce cadre. Je crois qu'on va parler Congo et puis nous allons tourner des ménages pour que nous puissions avoir des réponses à des milliers de questions des Congolais. Exactement, parce que la population congolaise se pose autant de questions qui restent sans réponse. Parce que vous, les politiciens, quand vous passez dans des différentes chaînes de télévision, vous ne répondez absolument pas à des questions posées par la population congolaise. Mais il faut quand même le dire par rapport à la représentativité provinciale, je venais de le dire tantôt. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, on a vu les députés même de l'Union sacrée qui ont levé leur voix justement contre les candidatures de Caroline Bemba, de Serge Bahati et puis de Mbosso, l'honorable Christophe Mbosso. Bon, la population... Mais est-ce que pour la bonne émergence, effectivement, ou la bonne gouvernance, on a besoin de cette représentativité provinciale? Non, vous savez, c'est légitime qu'elle puisse exprimer ses desiderata, dont je parle de la population, mais elles doivent comprendre aussi que nous sommes dans un terrain politique. Dans un terrain politique, il y a des accords. Dans un terrain politique, il y a des choses qui font que nous puissions avoir tel ou tel autre ticket. Concernant la répartition au niveau de l'Assemblée nationale, Madame Marlène, vous êtes sans ignorer qu'au niveau de la présidence, il y a eu des primaires. Pourquoi? Parce que les députés ou le candidat n'ont pas eu le temps de s'accorder. Ce qui n'est pas inscrit dans notre constitution aussi, de primaire. Oui, on invente apparemment beaucoup de choses. Malheureusement, cette constitution est elle-même, moi je la qualifie d'un enfant SS, qui a eu du mal à grandir, mais avec des médicaments, avec ceci, elle a quand même eu à atteindre l'âge de la majorité. Mais nous devons nous regarder en face que cet enfant-là, ce n'est pas un enfant comme tous les autres, parce qu'elle nous prend beaucoup plus d'argent pour la soigner, elle nous prend beaucoup plus de choses, elle nous montre beaucoup des insuffisances. Nous devons être comme des parents responsables, dire que non, cet enfant est malade, donc nous devons nous convenir de chercher d'une autre manière pour vraiment qu'elle puisse être l'enfant qui apporte de bonheur aux parents que de malheur. Concernant la candidature de Madame Caroline Bemba, vous savez, Madame Marlène, je peux vous mettre à défi, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas me citer un cas où Jean-Pierre Bemba a privilégié un de ses frères ou un de ses sœurs. Chez nous, au moment de la libération du Congo, c'est un parti où c'est les partis qui... c'est les organes du parti qui dirigent. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est notre représentant, c'est notre président, notre leader, mais il y a des organes du parti. Je vous prends un témoin, Madame Caroline Bemba, par exemple, a fait depuis 2011, elle a toujours été députée nationale et puis parmi les meilleures amies. Mais elle n'a jamais profité ou elle n'a jamais eu un poste au sein du parti, au sein du gouvernement comme ça, alors qu'elle est toujours la trésorière générale du parti depuis plusieurs années. Pour vous dire que chez nous, ce n'est pas le népotisme, chez nous, ce n'est pas le nom, chez nous, c'est la méritocratie. Cette fois-ci, vous rappelez que la fois passée, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du bureau, il y avait Honorable Elembi, alors que Mme Caroline Bemba aussi était à l'intérieur. Elle était parmi les meilleurs élus même de la République démocratique du Congo. Personne ne peut l'ignorer. Mais maintenant, au niveau du caucus des députés du MLC, ils ont tous jeté l'air dévolu, c'est Caroline Bemba. Pourquoi? Parce que seulement Mme Caroline Bemba, elle est parmi les personnes qui ont amené beaucoup plus de voix pour que nous puissions atteindre l'essai au moment de la libération du Congo.
mais son nom ne peut pas être... Donc, il y a eu consensus au sein du parti mais oui. Et au sein du présidium de l'Union. Mais oui, non, le présidium n'était pas... Les présidiums, ce sont des porteurs de leur parti ou le porteur de leur regroupement. Comment ça s'est fait? Le présidium a donné vous savez, les postes à chaque parti, à chaque regroupement politique. Le nôtre, c'était le questeur adjoint. Mais nous, le caucus députés nationaux du MLC, se sont réunis et ont jeté leur dévolu sur Mme Caroline Bemba. La Bemba n'était même pas concernée parce que Bemba n'est pas députée nationale. Oui, maintenant qu'il y a opposition justement par rapport à ça, vous ne voyez pas changer, donc donner la chance à une autre personne. Opposition où? Les députés de l'Union. Mais ça, ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est que l'opposition devrait venir du mouvement de libération du Congo. Parce que la répartition des postes, ce n'était pas la répartition des postes par rapport aux députés. Le député... Vous avez vu que Mme Caroline, il n'y a pas une autre personne. Non, mais le problème, c'est l'ambition. Un parti politique sérieux doit être capable de gérer ses ambitions. Nous, notre parti, nous gérons nos ambitions à l'interne. Vous n'avez jamais entendu le bruit, le mouvement de libération du Congo, là-bas, il y a des problèmes de postes et comme ça. Parce que nous avons nos valeurs. Nos valeurs, nous n'allons jamais à la contre de nos valeurs. Comme Mme Caroline Bemba est aux mêmes lignes de ses valeurs, ça veut dire qu'elle est une femme travailleuse. Ça veut dire qu'elle est 3 fois élue députée, 2011, 2018, 2020, 2020 ou 2022 aujourd'hui. Ça veut dire, est-ce qu'elle ne mérite pas? Elle mérite. Et puis, il y a eu des gens qui se sont manifestés, celle, elle, au niveau du mouvement de libération du Congo, dans le caucus du député, qui s'est manifesté pour occuper ces postes-là. C'est pourquoi le caucus ont dit, ok, comme il n'y a plus d'autres ambitions, nous jetons notre dévolution, notre question. Elle est notre trésor. Rien à voir avec les favoritismes. Non, rien. Parce que Bemba n'intervient pas là-bas. Bemba n'est pas député national, Bemba ne peut pas intervenir dans le caucus des députés. Bemba, lui, il est seulement le porteur. Le fait qu'il est le représentant du mouvement de libération du Congo au niveau du présidium, qu'est-ce que Bemba a fait? Bemba a pris juste le nom que le caucus des députés du MLC lui ont présenté pour aller présenter ça au niveau du présidium. Rien à voir avec les favoritismes. Chez nous, les favoritismes n'existent pas. C'est la méritocratie. C'est la méritocratie. Si vous voyez même la composition de notre parti, Bemba est de le Grand Équateur, Mme Eva Zaïma qui était notre secrétaire général et de la province orientale. Aujourd'hui, la personne qui occupe le secrétaire général faisant fonction, c'est Fidel Babala qui est du Grand Bandundu. Vous allez trouver l'honorable Boulé qui est de Bazouélé. Vous allez trouver le sénateur Lungwana qui est du Bas-Congo. Chez nous, Bemba dans sa tête, ce n'est pas les tribus. Bemba dans sa tête, c'est seulement la méritocratie. Si tu es un homme intelligent et que tu mérites bien, on va te promouvoir. Si vous voyez l'histoire du MLC depuis les années, on ne fait que promouvoir des intelligents, des gens qui ont prouvé leur capacité aujourd'hui. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de frustration au sein du MLC? Vous ne le trouverez jamais. Pourquoi des frustrations? Parce que nous, quand nous faisons nos histoires, nous les faisons très bien. Nous faisons par consensus. Nous sommes les enfants d'une même famille. S'il y a des problèmes, des ambitions, nous nous réunissons et puis nous dégageons le plus meilleur d'entre nous ou la personne qui a manifesté l'ambition à ces moments-là, nous les présentons. Le mieux chez nous, que le parti gagne, le mieux chez nous, que la personne que nous présentons puisse être une personne de qualité et puis puisse donner à la nation un travail de qualité. Regardez les ministres, nos ministres qui sont dans le gouvernement. Et tous sont des personnes de qualité. Vous n'allez jamais leur voir dans des histoires de détournement. Vous ne le verrez jamais dans des histoires d'excès de pouvoir et consorts. Moi, j'adore cette école parce que c'est une école de qualité. Ça nous donne que des personnes de qualité. Très bien dit. Alors, vous avez dit que vos ministres, on ne les trouvera pas dans les histoires des détournements. Mais aujourd'hui, on est en train d'assister à des détournements graves. S'il faut quand même, je puisse les dire ainsi. Avec tout ce qui est en train de se passer, on a vu avec les histoires de fourrage et la pandère et tout qu'on sort avec monsieur le ministre, l'honorable Nicolas Kazadi. Mais il n'y a pas que ces dossiers-là. Il y en a encore tant d'autres, justement. On n'a vraiment pas le temps de pouvoir en parler. Mais on va rester dans cette histoire de forage et puis la pandère de M. Nicolas Kazadi. Où en sommes-nous avec ces dossiers finalement? Non, mais ce qui est vrai, Madame Marlène, c'est grave. Vous savez, le million détourné devrait servir
d'acheter des groupes électrogènes dans les hôpitaux parce qu'il y a des enfants qui meurent dans des couveuses par manque d'électricité. Il y a des gens, si vous partez au camp Kokolo, il y a des blessés de guerre qui manquent même un épicranien pour se faire soigner ou à recevoir le soin. C'est grave, c'est quelque chose à décourager. Mais le problème, c'est que moi, je trouve, ici aussi, je fais appel au chef de l'État, que le contrôleur devient lui-même mafieux. Ça veut dire, M. Gilles Alinguetti. Non, mais attendez, vous parlez de Jules Alinguetti, qui devient mafieux lui-même. Oui, pourquoi? Parce que moi, je ne voulais pas parler de toutes ces histoires, mais je vais quand même en parler. Parce que seulement, j'ai trouvé, en faisant l'analyse, j'ai trouvé que Gilles Alinguetti, il est lui-même aussi les problèmes. Pourquoi? Tu sais, dans le marché de lampadaires et forages, il y avait 4 entreprises qui ont gagné les marchés. Regardez les montants du marché. Il y a Solectra de Samba Batili qui a gagné pour 22 594 lampadaires. Il y a Proton, des histoires des Chinois ici, des Indo-Pakistanais Raobank, qui ont gagné 76, dont ils doivent à la République démocratique du Congo 76 lampadaires avec combien? Avec au moins 4 340 488 000 $. Il y a Modern Construction, encore des Indo-Pakistanais, avec 5 000 lampadaires qui devraient donner en République démocratique du Congo, plus de 10 millions de dollars. Et puis Invest Congo, plus de 5 000 $, plus de 5 000 lampadaires avec 21 millions de dollars. Ça veut dire que ces 4 entreprises qui ont gagné les marchés. Moi, mon problème, la question que je pose à Gilles Alinguetti, pourquoi seulement le rapport publié faisant état du détournement, ça ne concerne qu'une seule entreprise? L'entreprise est... Donc, il y a 4 entreprises qui ont gagné les marchés. Mais vous allez voir que la personne, c'est Solectra ici, je crois c'était un Malien. Samba Batili, quelque chose comme ça. Samba Batili. C'est Gilles Alinguetti n'attaque que ces messieurs. Après, alors que ce monsieur, au moins, Samba Batili, a déjà donné en République, vous avez les Elenguessa. On m'a dit que c'est lui qui a électrifié Elenguessa et puis il est en train d'électrifier Assosa. Mais les autres, le Proton, le Modern Construction, les Invest Congo, qui ont beaucoup plus d'argent que Samba Batili, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont livré les matériels. Les 4 entreprises, on les a payées aussi pour nous livrer. Oui! Ils ont reçu l'argent des Congolais. Non, mais là, vous clouez encore le ministre des Finances. Non, ce n'est pas seulement le ministre des Finances. Moi, mon problème, c'est quoi? Les contrôleurs. Vous savez, Gilles Alinguetti devrait contrôler en amont, pendant et en aval. C'est ça sa mission. Ça veut dire, vous, a priori, concomitant et en posteriori. Ça veut dire, vous ne pouvez pas nous dire, ça veut dire, vous nous prenez comme des cons. Vous, on vous donne, Madame Marlène, vous avez la capacité ou la possibilité de contrôler une personne avant que l'argent ne sorte. Vous avez la capacité de contrôler la personne pendant que l'argent est sorti et pendant que la personne est en train d'exécuter le marché. Vous avez aussi la même capacité de le contrôler après l'exécution du marché. Dites-moi, par absurde comment vous avez laissé avant, pendant, vous nous faites les rapports après. Et puis vous ne faites pas les rapports pour les 4 entreprises, vous nous faites les rapports seulement pour une seule entreprise. Pourquoi? Parce qu'il serait, lui-même Gilles Alinguetti, il serait impliqué dans l'entreprise Proton, où il serait lui-même actionnaire. Non, mais si c'était le cas, non, mais pourquoi il dévoilerait alors? Mais c'est ça, le problème c'est qu'il serait lui-même, sa femme, Gilles Alinguetti, sa femme, serait propriétaire des Invest Congo qui a réussi. Si vous voyez même la répartition des dollars, Invest Congo a reçu beaucoup plus d'argent que toutes les autres entreprises. Ou toutes les autres entreprises. Vous allez voir que construction ici des HJ. Vous voyez les HJ ici, des Raobank, tout ça, les groupes des mafieux coopèrent avec notre État. Ce qui est absurde et scandaleux ici, madame, le président de la République a dit qu'il voulait quoi, des millionnaires congolais. Mais citez-moi une entreprise congolaise. Il n'y en a pas. Il n'y a que des Chinois, les Indo-Pakistanais, les Camerounais. Mais vous avez dit la femme de Gilles Alinguetti. Je n'ai pas tous les éléments pour le confirmer, mais si c'est cela, pourquoi seulement sa femme et pas les autres Congolais? Moi, je trouve que Gilles Alinguetti, je l'aimais bien avant,
j'ai même fait des émissions avec vous pour dire que ces messieurs-là méritent des chapeaux. Mais je commence à m'inquiéter. Dans ce dossier, il n'y a pas que Nicolas Kazadi, il y a Gilles Lingueté, attends. Le ministre du Développement rural. Bon, dites-moi un peu. Raisonnable. Moi, j'aime la réflexion qu'on Oui. Parce que malheureusement... un peu plus malheureusement, Madame Marley, on nous prend comme des idiots. Malheureusement, la communication nous vend des choses. Dans ces dossiers, mais c'est là des développements rural. Il s'appelle qui encore? Roubota, François Roubota. François Roubota. Dans un marché public, les concepteurs, hein, l'architecte du marché, du projet, c'est François Roubota. Pourquoi on ne le cite pas? Parce que même le prix, la surfacturation, ça devrait venir de lui. Parce que c'est lui qui a réussi la vénance. Ça veut dire que la vénance, c'est la conformité du marché. Parce que la station du marché, c'est Roubota. Mais pourquoi on écarte Roubota pour mettre Nicolas Kazadi en avant? Nicolas Kazadi ne vient qu'en aval. L'amont, c'est Roubota. C'est Roubota qui a conçu le marché, ça veut dire le projet. C'est Roubota qui a demandé les avenants et consorts pour le passation du marché. C'est le Roubota qui a réussi l'autorisation de passation du marché. S'il y a surfacturation, c'est Roubota. Ça veut dire sur le banc des accusés, on ne veut pas seulement mettre Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi n'est que le payeur. Ça veut dire que, et puis il faut savoir... En plus, en mode d'urgence. Hein? Mais le payeur, c'est qui? Le payeur, c'est quoi? On vous dit, le mode d'urgence, c'est quoi? Mais il y a eu surfacturation, il a dit, mais il a discuté quand même. Non, ils sont restés dans les 300 000. Quoi? Lui, il dit, selon le ministre des Finances, moi je l'ai suivi, il dit qu'il reçoit les documents avant, parce que ce n'était pas lui qui avait déjà donné l'aval pour ces marchés, c'était son prédécesseur. Mais lui, quand il reçoit, il dit, oh, tout ça, c'est 200 000 par exemple par forage. Non. Moi, je vous écris, c'est 300 000 par forage. Je vous écris pour revoir ces montants-là à 200 000 $. Ça veut dire, lui, il était quand même de bonne foi, même si c'est une des bonnes foi qui est discutable. Mais malheureusement, Roubota là-bas, moi, ma question est que le mafia existe où? Pourquoi le Roubota est épargné? Pourquoi Gilles Linguetti épargne Proton, qui est une entreprise des Chinois et des Israéliens? Mais Roubota n'est pas épargné quand même. Mais il est épargné, pourquoi? Parce que la première personne qui devrait être sur le banc des accusés, c'est les concepteurs. Vous construisez une maison qui s'écroule, on commence d'abord par arrêter l'architecte. Docteur, oui. Vous n'avez pas pris 20 000 $, parce qu'il paraît qu'on distribue des 20 000 $ pour défendre cette affaire-là. Moi, docteur Patricia Gongo, je prends l'argent des mafieux, des corrupteurs, des tricheurs, des voleurs. Vous ne me verrez jamais. J'adore ma blouse blanche. Pourquoi? Parce que quand je le porte, je suis devant mes patients, je mange l'argent de mon cerveau. Je ne mange jamais l'argent sale. Mais moi, je dis des choses vraies. Je vous dis, je vous fais une analyse comparative ici. Je vous appelle qu'on puisse réfléchir, Madame Marley. Pourquoi les autres sont épargnés alors que les autres avaient les mêmes marchés? Et que l'autre... Moi, c'est quoi? Je n'ai jamais parlé de ces dossiers. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore des éléments. Quand j'ai suivi les gens, les journalistes, les gens qui ont pris de l'argent, exactement, j'ai commencé à trouver les incohérences. Mais pourquoi lui dit qu'il y avait 4 entreprises? Mais pourquoi seulement on met l'accent sur Samba Batili et je ne sais pas, Soltras, je ne sais pas son entreprise? Mais est-ce que le frère de Nicolas Kazadi fait partie aussi? Il fait partie de cette entreprise-là. Non, paraît-il. Hein? Mais oui, et tous sont dans l'enclos. Moi, ce n'est pas ça les problèmes. Moi, les problèmes, c'est quoi? Ça veut dire que nous, qu'on poursuive tout ce monde-là. Je vous ai cité des millions, par exemple, Congo Invest là, qui serait de la femme de Gilles Linguetti, a plus de 21 millions de dollars de l'État. Qu'elle nous dise, l'entreprise a travaillé où? Parce que des Samba Batili, là, ils ont dit ça. Ils viennent de commencer par ça, selon ce que j'ai entendu. Mais maintenant, les autres, où est-ce qu'ils ont travaillé? Cet argent-là est allé où? Nous ne voulons pas. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on puisse décourager les investisseurs. Parce que le fait que Gilles Linguetti s'insurge des autres investisseurs qui travaillent peut-être, et que les autres qui n'ont pas encore travaillé, non. C'est que les autres qui sont ailleurs, qui voudraient venir investir au Congo, ils vont dire non. On a quelqu'un là-bas qui est celui qui... ça veut dire que lui-même, il est le contrôleur, mais lui-même qui est dans le mafia. C'est ce qui un peu m'intrigue. Je voudrais ici, tous ceux qui défendent ces gens-là qui viennent, même sur votre plateau,
pour dire c'est quoi les problèmes. Pourquoi les autres sont épargnés? Pourquoi les Roubota est épargné alors que Nicolas Kazadi qui vient en aval du projet. Mais justement, je me posais cette question-là hier. Pourquoi Roubota est épargné? Mais c'est ce que je comprends absolument pas. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Il semblerait que dans le réseau, Roubota favoriserait le Roubota est aussi dans le clan de Gilles Alingueti et de sa femme de Invest Congo et des Protons. C'est pourquoi on l'épargne. Tellement que l'autre, Samba Batili, et que le nom du frère de Nicolas Kazadi était cité, ils veulent, bon, tellement qu'il y a aussi des guerres de postes, vous savez qu'il y a le gouvernement qui sort. Ah, donc c'est à cause de ça oui, aussi. Ils veulent aussi mettre Nicolas Kazadi à nu pour qu'on dise que, tu vois, Nicolas Kazadi n'est pas sincère, il n'est pas bon. Mais moi, je dis, je ne suis pas dans vos débats de positionnement. Mais moi, je dis l'argent des Congolais. Okay. L'argent des Congolais est parti d'où? 4 entreprises qui ont gagné les marchés forages et autres. Qu'on puisse nous dire à la part de chacun de qui a volé plus. Pour que nous puissions savoir aussi que Gilles Alingueti serait, parce que vous rappelez des histoires de Gilles Alingueti et Sophie. C'est quoi là? C'est quel encore projet là? Avec l'EPSP de Tony Mwaba. De Tony Mwaba, oui, cette affaire-là. Oui, vous savez, c'était des millions de dollars. C'était encore Gilles Alingueti à l'intérieur. Gilles Alingueti, mais on a étouffé cette affaire, on n'a jamais su... Qu'est-ce qui s'est passé? Gilles Alingueti appelle le ministre en fonction pour lui dire de signer les documents pour payer son ami. Pour l'histoire des cartes d'identification des élèves de 6e primaire, je ne sais pas, à l'époque c'était 6e primaire, maintenant c'est 7e, je sais pas, 8e. Le numéro 1 de l'IGF est impliqué. Lui complice. Oui, lui-même est complice. S'il n'est pas complice, lui-même serait complice. S'il n'est pas complice, qu'il nous étale les autres. Quelle est leur part? Parce que Samba Batili là, et les autres disent que ils ont fait l'air. Et puis, Madame Marlène, c'est que j'ai failli ne pas vous dire c'est quoi. C'est l'entreprise qui n'a pas eu l'exonération, c'est la première entreprise. De Samba Batili. Les autres ont eu des exonérations. Pourquoi? C'est les mafias se cachent là. Moi, j'appelle le Vonde et consort qui est le ministre, le procureur général, je crois, auprès du Conseil d'État, du cours d'appel et consort, depuis s'en saisir. En plus, on ne dit pas c'est notre argent, c'est l'argent des contribuables congolais. On ne veut pas que ça puisse se dilapider. Le bémol, maintenant, c'est quoi? Tu voles, tu payes les journalistes. Les journalistes te défendent. Parce que si tu vois l'acharnement médiatique que Gilles Alingueti met dans ses problèmes, tu vois que... Donc, Gilles Alingueti a payé les journalistes, Nicolas Kazadi également a payé les journalistes pour mais chacun veut maintenant défendre sa peau. Malheureusement aussi, les valeurs... Mais en regardant tout ce qui se passe dans notre pays, est-ce que vous pouvez vous dire que, parce que vous également, hein, on va vous juger le MLC, parce que vous aidez le président Félix Antoine Tshisekedi dans cette démarche, justement, pour que tout soit en ordre, mais est-ce que quand on va vous juger, ou ça sera à la fin du bilan de Félix Antoine Tshisekedi, quand vous regardez tout ça, est-ce que ça va vraiment dans notre pays? Est-ce que tout marche dans ces pays? Ça ne marche pas. Très je bien. vous dis sincèrement que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que seulement, je crois que je l'ai déjà dit dans les autres plateaux, le coach devient passif. Ça veut dire lui-même, le président Félix Tshisekedi, parce que la responsabilité, même pénale, est individuelle. Même la responsabilité de la gestion est individuelle. Ça veut dire maintenant, le président Félix Tshisekedi nous avait appelé pour qu'on puisse venir l'aider dans son quinquennat. Il était allé seul devant les Congolais. Nous avons mouillé des maillots par-ci, par-là, mais le porteur du projet, c'est le président. Le président portait le projet. Mais vous ne serez pas épargné. Ça, il faut quand même le dire. Non, on ne sera pas épargné parce qu'on va défendre, nous étions ceci et cela. Mais je vous dis, notre peine, s'il y avait des peines à redistribuer, notre peine serait beaucoup plus légère que la peine du président. Il doit être au courant que sa peine, si c'était la peine de mort, c'est lui seul. Mais vous ne l'aidez pas. Non, mais le président Jean-Pierre Bemba, aux côtés du président Félix Antoine Tshisekedi, l'aide-t-il? Non, oui. Parce que le président Jean-Pierre Bemba est dans un secteur que le président Jean-Pierre Bemba ne peut pas quitter la défense pour l'IGF. Mais ça aussi, ça ne marche pas. Non, ça marche. La guerre de l'Est, parce que le président Félix Tshisekedi lui-même sait que Jean-Pierre Bemba
et pour beaucoup dans ce qui se passe maintenant, dans l'organisation de l'armée, dans la formation des militaires. Parce que Madame Marlène, il ne faut pas oublier que cette guerre dure d'ici d'il y a déjà plus de 30 ans. Ça veut dire que ce n'est pas... Mais nous le savons. Bunagana, c'est toujours entre les... Ce n'est pas dans une baguette, ce n'est pas dans une... S'il vous plaît. Ce n'est pas dans la défense. Ce n'est pas dans une baguette magique qu'on peut finir la guerre. C'est la chanson de tous les jours, c'est ce qu'on attend. On finit la guerre par un projet. Quand Jean-Pierre Bemba est arrivé au ministère de la Défense, il a présenté un plan de la fin de cette guerre. Et puis dans ce plan, la guerre était parmi les choses prioritaires, que nous devons aller à la guerre. Mais Jean-Pierre Bemba trouve que le commandant suprême des armées, c'est Félix Tshisekedi. Donc pour Jean-Pierre Bemba, il voulait qu'on aille en guerre. Qu'on aille en guerre, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est la guerre. Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas l'administration. Depuis qu'il est là, vous voyez qu'il est toujours dans des zones de guerre. Il venait d'être à Bunia, il était à Kindu, il était à Goma plusieurs fois, il est allé même jusqu'au... Il me complétait, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui... Non, mais le président Félix, c'est lui qui est le commandant suprême des armées. Vous l'avez entendu vous-même en faisant l'interview. Il dit quoi? Que pour lui, le commandant suprême, la diplomatie, ça veut dire la négociation. Et lui, il ne vient pas de l'école de la guerre, c'est ce qu'il a dit. Moi, je ne répète que ce que le président a dit, qu'il n'est pas dans l'école de la guerre, lui, il négocie. Parce qu'il trouve que la guerre doit se terminer par la négociation et qu'on sort. La guerre, il les met en dernière position. Ça veut dire qu'il n'exclut pas la guerre. La guerre, il les met en dernière position, mais il doit faire quoi? Il doit d'abord essayer de négocier. Le président, le commandant suprême des armées a dit ça. Le ministre de la Défense ne peut que se plier, ne peut que se converger ou ne peut qu'entrer dans le programme du président. Mais maintenant, le Bemba n'a pas fermé le bras. Il a fait quoi? Il a trouvé que l'armée était infiltrée. Il travaille jour et nuit. Il n'a pas encore 2 ans à la tête de la Défense, mais il travaille jour et nuit pour désinfiltrer notre armée. Les écoles militaires, les écoles de formation militaire étaient presque toutes fermées, mais Jean-Pierre Bemba a ouvert toutes ces écoles-là. Des milliers de nos jeunes sont en train d'être formés pour vous dire que Jean-Pierre Bemba se prépare à la guerre. Lui n'est pas dans les histoires, d'autres histoires, c'est la guerre. Et puis, il a trouvé que les équipements n'y étaient pas. Il fait des lobbying pour acheter des milliers d'équipements militaires. Nous en avons maintenant. Ils sont tranquilles avec les morts, pas tranquilles, mais madame... ils se font à Goma. Madame, Sun a dit que la guerre, avant de la faire aussi, il faut le préparer. Parce que la guerre, on connaît quand est-ce qu'on commence la guerre, on ne connaît pas quand ça se termine. Regardez en Russie, le Russe avait dit que l'Ukraine, c'est 2 jours, on finit la guerre. On prend l'Ukraine, mais c'est déjà on parle déjà 1 année maintenant que la guerre ne se finit pas. On ne part pas en guerre sans pourtant se préparer. Jean-Pierre Bemba est en train de préparer ses militaires parce qu'il avait dit au président que l'option c'est la guerre. Maintenant que le président lui-même, vous avez vu son interview dernièrement, il a dit que oui, il est en train de se préparer. Il y a tous les armements possibles. Il donne encore une dernière chance au Rwanda et les autres de retirer leurs armées. Je crois que le président comprend de plus en plus que nos adversaires ne sont pas des enfants du cœur. Ce sont des gens qui aiment le bot, qui aiment les armes. Je crois que pour ces faits, Jean-Pierre Bemba, jour et nuit, attend la guerre. Parce que quand il y aura la guerre, nous gagnerons cette guerre parce qu'il en a l'expérience. D'accord, très bien. Alors, parlons de la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution. Justement, vous venez de dire qu'avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, les pays vont très mal. Et pourquoi on se plonge dans la réflexion, ou dans le raisonnement, dans le processus de vouloir réviser ou changer la Constitution? Madame Marlène, les sérieux problèmes dans ces pays, c'est que j'ai commencé à me poser plusieurs questions si vraiment on avait des intellectuels. Parce que les intellectuels commencent à fuir même les débats les plus fondamentaux. Les intellectuels commencent même à refuser la discussion. Moi j'ai quelques questions qu'on puisse se poser, moi et les téléspectateurs. Est-ce que nous sommes tous d'accord que nous devons changer cette constitution? Moi, ou réviser. Si le changer, c'est... Mais ça pose tellement de problèmes quand on dit changement. Moi, je dirais oui. Est-ce que dans cette... Oui, mais quels articles qu'il faut réviser? J'y arrive. Est-ce que dans cette constitution, il y a telle des incongruités? J'ai dit oui.
est-ce que dans cette constitution, il y a des incohérences? Je dis oui. Qu'est-ce que nous devons faire? Réviser. Pourquoi? Parce que seulement il y a des incongruités. Là, tout le monde est d'accord. C'est Sanga venait de le dire hier, Mouzito l'a dit, les autres l'ont dit. Mais qui ne sont pas d'accord. C'est Sanga est d'accord qu'on puisse réviser la Constitution. Ah, réviser, pas changer. Mouzito a dit qu'on puisse réviser la Constitution. Mouzito a toujours été d'accord, apparemment, ces derniers temps. Le problème, sur un bon nombre de choses. C'est d'abord, c'est converger autour de valeurs. Ça veut dire que notre État est venu de quelque part. Mais est-ce que c'est prioritaire? Il y a des choses qui sont prioritaires. C'est ça encore la question. La population, mais justement, la population croupisse. Est-ce que quand attends, quand on va modifier la Constitution, ça empêchera que les autres secteurs roulent. Mais on dit que la Constitution, c'est ce qui bloque maintenant la bonne gouvernance, l'émergence. Je vous donne seulement un exemple. Un pays avec beaucoup d'urgences comme ça, mais il y a plus de 6 mois que nous venons des élections, n'est-ce pas? Il y a déjà plus de 34-35 jours que le Premier ministre a été nommé, pas toujours de gouverneurs. Qu'est-ce qui bloque? 5 mois avant, c'est la Constitution. Pas toujours. Mais la Constitution dit ceci. La Constitution dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Quand il est élu, il nomme un informateur quand il n'identifie pas la majorité. Il a fait la Constitution, notre Constitution ici, nous dit que 30 jours renouvelables. C'est-à-dire que la Constitution cautionne les retards. Parce que quand vous prenez 30 jours pour identifier la majorité, c'est déjà un problème. Et puis on dit, la ministre également, la première ministre a fait le même travail après on dit, quand le Premier ministre, quand l'informateur identifie la majorité, on nomme un Premier ministre. On a nommé Madame Judith Toulouka. Après Madame Judith Toulouka, la Constitution dit qu'il faut respecter l'espace géographique. Il faut de conciliabile. Ça veut dire chercher celui qui est des Bandundu, des Bakongo, alors que tout ça, ça sert à quoi? Dans un hectare, on ne regarde que le Congo, le reste, ça nous importe un peu. Mais malheureusement, ces conciliabiles des partis politiques, des poids politiques, fait bloquer. Pourquoi? Parce que la Constitution les consacre. Il y en a plusieurs. Et puis maintenant, Madame Marlène, vous allez trouver qu'on dit, le président dit que moins de carmouches, j'ai réuni les deux chambres. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il a la possibilité, même s'il voulait, il n'a pas la possibilité de réunir les deux chambres parce que la Constitution les bloque. C'est évident parce que la Constitution dit que les deux chambres, l'Assemblée nationale n'est pas encore assise parce qu'on n'a pas encore de bureau définitif. Le Sénat, pas encore de bureau. On venait en fait, aujourd'hui, je crois qu'ils ont ouvert leurs assises. Mais ça craint, justement, la population s'est dit, mais finalement, tu bloques. Vous comprenez que notre Constitution, comme je vous ai dit dans le passé, c'était un enfant SS. Malgré ses caprices, nous sommes partis avec lui comme ça. Mais avec beaucoup d'incongruités, beaucoup d'incohérences et consorts. Par exemple, sur la peine de mort. Notre code pénal date de 1940. Mais la code pénal là-bas dit que la peine de mort est appliquée. Notre Constitution l'abolit. Mais jusqu'à aujourd'hui, nos juges ici prononcent la peine de mort. Incohérence et incohérence. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs choses dans cette Constitution qu'il faut qu'on change. Mais on ne touchera pas des articles verrouillés. Les articles verrouillés ne peuvent peut-être pas être touchés. Ce n'est pas grave. Là, ça, c'est pas mon problème. Les gens qui pensent qu'il faut toucher l'article verrouillé, moi, je ne suis pas peut-être d'accord parce que je ne trouve pas cela ne servira à rien l'union sacrée. Dans la vie, il faut savoir passer les tours. Si c'est votre tour, arrive le président Félix Tshisekedi faire son deuxième mandat, l'autre viendra faire et consort. Nous, l'important, c'est que c'est le Congo qui gagne. Mais je vous dis que cette constitution a eu ses limites. Nous venons de parler de la corruption. Quelqu'un qui prend 90 millions de dollars pour lui seul. Alors que ces 90 millions de dollars peut construire 90 km de route. Exact. Alors que ces 90 millions de dollars peut construire plus de 200 centres de santé. Ces 90 millions de dollars peut construire plus de milliers d'écoles. Cette personne-là est passible de peine de mort. Dans la Constitution, il n'y en a pas. On peut dire, ok, on modifie la Constitution en insérant cet article-là. On t'attrape avec les détournements de fonds publics. Tu es passible de peine de mort. Ça venait de se faire en Philippines. Mais déjà, des articles qui sont dans la Constitution, on ne les applique pas. Est-ce qu'on appliquera si on révise? Madame, ce Congo doit évoluer. Ce Congo
cette classe politique, il faut oublier. Il faut oublier des Mbosso, des Bahati, tout ça. Des Jean-Pierre Bemba. Non, Jean-Pierre Bemba n'est pas... Oh, mais comment ça? Mais Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est passager, c'est pourquoi il nous forme. Mais les Mbosso aussi sont passagers. Les Bahati sont passagers. Mbosso a 84 ans. Il ne pouvait même plus être candidat. Vous voyez que cette classe politique, c'est à oublier. Mbosso, Papa Mbosso, Pépé Kamere, Pépé Bahati, ce sont déjà à oublier. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont pas montré des valeurs. Vous vous appelez même Kamere, Pépé Kamere. Mais c'est un Pépé. Pour moi, il doit avoir l'âge. Jean-Pierre Bemba n'est pas Pépé. Oh, Jean-Pierre Bemba n'a que 62 ans. Jean-Pierre Bemba est encore là. C'est pas un Pépé, hein? Non, c'est pas un Pépé. Quand on a 62 ans, on n'est pas encore Pépé. Non, pas encore. Pas par rapport à mon âge. Hein. D'accord. Pour les autres, il est déjà Pépé pour les autres, mais par rapport à mon âge, c'est mon père. D'accord. Donc, moi, je dis que ces gens-là, on doit, nous, la jeunesse. Oui, mais qu'est-ce que vous faites, vous, la jeunesse? Parce qu'on l'entend trop souvent, hein, la jeunesse doit s'élever. Mais vous faites quoi, la jeunesse? Vous savez quoi, c'est quoi les bons mots? On met Caroline Bemba, vous acceptez, vous dites, ok, d'accord, on veut. Non, mais vous savez, on met Serge Bahati, vous dites, ok, d'accord, le vous applaudissez. Le bémol de cette jeunesse, c'est une jeunesse affamée, où le cerveau n'est plus dans sa place. Le cerveau revient dans la poche. Le type digestif. Hein, ça veut dire, moi, je ne raisonne que mon ventre. Ah, je dois suis un beau vieux, ça sera compliqué. Vous comprenez? Mais maintenant, vous savez, une génération qui n'a pas réussi de l'héritage de leurs aïeux, c'est une génération pourrie. C'est notre génération. Parce que nous n'avons rien réussi. Nous sommes que l'émanation des Mbosso, des Kamere, des Bahati et des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont pas laissé le tapis, ou un peu le tapis de valeurs. Mbosso à 82 ans, il va encore être là. Alors qu'il y a quelqu'un de 36 ans de son parti qui pouvait prendre ça. Pépé Bahati, Pépé Kamere, depuis je ne sais pas combien d'années, jusque-là, il venait de se battre ici pour le poste du président. Jusqu'à ce que le président de la République leur a réuni pour dire, papa, mettez quand même de l'eau dans vos vins, essayons de réfléchir, jusqu'à ce qu'on les a interpellés un à un. Personne n'a voulu laisser pour les autres. Mais les plus jeunes ici au Sénégal, ils nous ont donné une leçon de passer les tours. L'autre, je peux être beaucoup plus meilleur que lui, mais les circonstances font que lui est privilégié, je lui laisse. Mais malheureusement, c'est cette génération-là que nous sommes. Le peu des hommes de valeur qui restent. Le peu là, parce que dans toute société, il y a toujours une grande partie qui part comme ça dans la fumée, mais il y a une petite partie qui peut encore réveiller les autres. J'appelle ces gens-là, ils sont dans des partis politiques et consorts. Moi, dans mon parti politique, s'il y a des choses qui ne marchent pas ou qui vont à la contre de valeurs, je quitte. Jean-Pierre Bemba ne peut pas me dire ce que je dois dire. Mais qu'est-ce qu'on promet à Jean-Pierre Bemba pour qu'il reste silencieux comme ça? Non, Jean-Pierre Bemba... À la députation, il n'était pas là. En tant que sénateur, il est venu après, justement. Non, il est suppléant de l'autre. Non, Jean-Pierre Bemba, c'est un leader éclairé. Un leader... où l'orthodoxie, c'est lui. Lui, c'est l'orthodoxie. Lui, c'est l'État d'abord. Parce que si vous lisez dans un de ses livres qu'on appelle Le choix de la liberté, il vous dit, vous êtes un leader seulement quand l'intérêt de la population ou de la chose publique prime. Là, vous êtes un homme d'État. Bemba, c'est un homme d'État. Vous ne le verrez jamais dans l'histoire des conciliabules. Il faut se battre pour des postes et consorts. Jean-Pierre Bemba n'est pas là. Jean-Pierre Bemba est quand les autres se battent pour des postes, lui, il est dans des fonds pour chercher la paix, pour que les milliers de déplacés puissent retourner chez eux. C'est aussi de ça l'école du MLC. Tu vas voir que l'école MLC, c'est beaucoup plus supérieur que les autres écoles politiques dans ce pays. Parce qu'il y a de la qualité, la médiocrité. Il y a moins de médiocrité là-bas. Il y a de la qualité, il y a le respect, il y a le travail. Parce que nous sommes des fourmis. Un fourmi est caractérisé par son travail, par sa solidarité, par son futurisme. Lui, il fait pour les autres qui viendront. Lui ne tient pas. Donc Jean-Pierre Bemba est de cette école-là, c'est lui le plus grand fourmi. Je crois que les jours où il va s'écarter de cette histoire-là, je ne crois pas que moi, je serai au moment de la soirée. Très bien, l'émission est terminée. Merci beaucoup, merci, madame. Docteur Patricien. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs. Un mot de la fin pour clore cette émission. Bon, ici, j'appelle les Quinois surtout parce que vous savez, j'étais parmi les gens qui ont mouillé les maillots pour la candidature de la ville de Daniel Bumba et d'Yeli. J'appelle ici la population quinoise à être calme parce que
D'ici là, il y aura remise et reprise, mais je vous appelle, vous jeunesse surtout, allez apprendre. La personne qui est caméraman, faites bien votre travail. La personne qui est, je ne sais pas, couturier, faites-les bien. Le médecin, faites-les bien. Pourquoi? Parce que seulement l'avenir de ces beaux pays dépend de nous. Ne suivez pas les antivaleurs. Pour fans à la lia qui boko boko, lia matembele wana mai. Mais pour que tu gardes le tien, ça veut dire le fait que tu es toi. Ces valeurs-là fait que un médecin, tu ne peux pas avoir des médicaments dans des trucs. Un médecin reçoit le patient malgré qu'il n'a rien. Mais ces valeurs-là fait qu'un avocat fait de ton travail le fait que tu donnes le sourire aux autres. Cordonnier, salam, salam, bien, tonga, sapat, non, bien, sikozali. Maçon, fais bien ton travail. Si vous n'étudiez pas, si vous ne partez pas être formé, ça sera le bâti toujours, ça sera les mbossos toujours, ça sera et ça sera. Vous resterez toujours esclave là où vous êtes. N'évitez pas les terrains politiques, surtout aux femmes. N'évitez pas les terrains politiques. Les femmes, n'amenez pas vos sexes, amenez vos cerveaux. Amenez les cerveaux au service de l'État. Je crois qu'avec cette qualité des hommes et des femmes, nous relèverons le Congo. Merci beaucoup, docteur. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à notre chaîne. On se retrouve prochainement. Au revoir.